Bonjour, je m'appelle Jacqueline West, je suis à Montréal. Je suis stratège ici au quartier des spectacles internationaux, ainsi que spécialiste de la création de lieux avec le lieu urbain du Canada. C'est un immense plaisir que de vous accueillir à cette séance de mobilisation et j'aimerais vous rediriger vers le clavardage. Si vous avez des problèmes techniques, veuillez écrire dans le clavardage de Zoom. Et on peut vous aider. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à nous dire où ils sont aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire maintenant. Dites-nous, présentez-vous, dites-nous où vous êtes. Avant de commencer, j'aimerais vous euh, indiquer que le quartier du spectacle est situé sur le territoire autochtone non cédé, Kanien'kehá:ka, la nation Kanien'kehá:ka, c'est peut-être mal ce mot. Euh, on reconnaît euh, l'existence de cette nation historique sur ce territoire-là. Montréal est connu comme un lieu de rencontre de nombreuses nations autochtones et aujourd'hui, il y a de nombreuses nations autochtones qui vivent sur ce territoire et d'autres nations non autochtones également. Alors, il faut reconnaître l'histoire et en fait, soigner notre relation continue avec les Autochtones. J'invite mon collègue Guillaume de Fondation communautaire du Canada qui va présenter le mot d'ouverture. Bonjour, je m'appelle Guillaume Bekele. Je suis le coordonnateur du programme de l'initiative pour des collectivités en santé. Je suis sur le territoire non cédé des, des Algonquins Anishinaabe, qu'on appelle également Ottawa. Je suis chez CFC et je travaille sur l'initiative pour les collectivités en santé depuis l'été 2022, c'est-à-dire à la deuxième ronde de financement. Je travaille les coulisses, je fais en sorte que les projets et que les fondations communautaires ont le soutien dont elles ont besoin. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est étroitement lié à l'initiative pour des collectivités en santé. Bon nombre des projets qui ont été financés par cette initiative visaient à transformer les espaces publics. Et l'initiative, comme ces projets nous ont également montré, euh, l'importance de rendre les espaces publics accessibles et sûrs, mais aussi euh, dynamiques et attirants pour toutes les tranches, toutes les communautés, les groupes de citoyens. Merci. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à nos groupes. Nous avons trois panélistes intéressants et on a une équipe technique. On a également Patricia qui va enregistrer la vidéo de la séance et nos interprètes. Donc, merveilleux. Alors, on est très heureux d'accueillir nos invités aujourd'hui et de lancer cette discussion, comme le disait Yann, sur la programmation de contenu culturel à plusieurs niveaux d'espace culturel. Nos experts vont nous faire part de leur approche éprouvée dans la transformation des espaces publics et dans l'exécution dans ces espaces de leur programme. On a également un artiste qui va nous donner une autre perspective, nous montrer quelles structures sont possibles dans les espaces publics pour permettre aux artistes de communiquer avec le public. On veut aussi souligner l'infrastructure qui peut rendre possible les programmes publics et on va en apprendre davantage comment les experts peuvent réunir les communautés tout en transformant des espaces ordinaires en un espace où on vit une expérience extraordinaire. Alors, je vais demander à nos invités d'allumer leur caméra. Merveilleux. Alors, je suis avec Umbreen Inayet, curatrice, directrice artistique et productrice de Toronto. Elle a une maîtrise en travail social de l'Université de Toronto
et baccalauréat en anthropologie et en études féminines. Alors, elle utilise la culture pop et son art à l'intersection de la psychologie, le travail social et l'anthropologie dans sa pratique. Et Brune a été directrice euh, et curatrice Nuit Blanche à Toronto. C'est là que je l'ai rencontrée. Nuit Blanche, c'est un des événements artistiques contemporains les plus courts. 1,2 million de visiteurs à cet événement grandiose qui on exerce des artistes comme Drake, Phil Beasley, Sean Brown, Daniel Arsham, Charlotte Wilson, JR et de nombreux autres. Marine a reçu en fait, des prix des niveau international pour son travail là-bas. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis content d'être avec vous. C'est un plaisir de vous avoir. Nous avons également Odario Williams, qui est un homme du show business. Il a grandi à Winnipeg, au Manitoba. Il est à Toronto aujourd'hui. Mon père a commencé par l'étude du cinéma et de la créative à l'Université de Winnipeg. Et c'est un homme qui mise sur l'expression culturelle. C'est un conteur. Euh, Certaines personnes le considèrent comme un homme de la Renaissance moderne. Je cite comme dit. Donc, c'est un écrivain, journaliste, poète, producteur. Et Odario est également, euh, en fait, a également une émission sur CBC3 et c'est lui qui anime After Dark à CBC. Merci d'être avec nous, Odario. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir. En fait, Vincent, voulez-vous nous parler de votre histoire pendant que je cherche votre biographie? Vous pouvez le dire en anglais, ça me dérange pas. Vous pouvez me présenter en anglais, ça me dérange pas. Bien sûr, c'est que je ne l'ai pas devant moi. Très bien, d'accord. Donc, là, je vais me présenter. Je m'appelle Vincent Caricchio, je vis à Montréal, je suis designer et je travaille pour l'entreprise PXP. On fait de l'aménagement urbain. J'ai des antécédents en design industriel, mais je travaille dans la ville à différents niveaux, différentes échelles. Et on partit des projets pour une piétonisation. Je suis directeur créatif à PXP. Ça fait partie de mon expérience. Nous, on crée et on construit en fait, on bâtit des expériences euh, pour les citoyens dans plusieurs projets, en fait, plusieurs projets dans la ville. Merci. J'ai le plaisir d'être ici. Alors aujourd'hui, on va parler de certains sujets et chacun de nos experts aura un peu de temps pour parler de leur réponse à la programmation publique. On va donner des exemples de ce qu'ils ont fait. On va donner des conseils pour la reproduction de ces expériences ailleurs. Et ensuite, à la fin, on aura une période de questions. Alors, pour ceux et celles qui ont soumis des questions à l'avance, on vous remercie. On essaie de les intégrer dans la présentation d'aujourd'hui. Dans la mesure du possible. Et on garde un œil sur le clavardage. Alors, si vous avez des questions pendant la séance, eh bien, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Alors, sans plus tarder, commençons la présentation avec Umreen Inayat. Bonjour. Alors, je vais me décrire. J'ai les cheveux bruns foncés longs, je porte des lunettes noires, je porte des chaînes, le collier couleur or, je porte un t-shirt des artistes préférés Yami. Et derrière moi, il y a un mur blanc avec un tableau présentant un champ. Est-ce que quelqu'un peut afficher ma présentation? Oui, bien sûr.
Super. Non, je vous donne le contexte de ce projet. Donc, en 2008, j'avais vu Toronto et en public, donc j'ai commencé à travailler à Nuit Blanche. Comme le disait notre collègue, c'est l'événement d'art contemporain le plus couru en Amérique du Nord. Ça a commencé à Paris et c'est allé à Toronto en 2006. Donc, je suis arrivé au début de ce projet. Et moi, j'ai des antécédents en travail social, j'ai étudié de l'anthropologie culturelle et ça m'a amené à la scène artistique contemporaine de l'art contemporain. Puis quand j'ai fait mon entrevue à la ville de Toronto, je leur disais que je le sais bien sur l'art contemporain, mais je savais que l'art, c'était une forme de thérapie, que ça aidait les gens à guérir et que je pouvais utiliser l'art comme outil pour aider les gens et que la ville pouvait se servir de mon expérience justement pour tendre la main au public. Bon, je leur ai parlé de fond du cœur et j'ai remporté le poste et j'ai euh, pris le flambeau de Nuit Blanche et j'ai travaillé très fort avec des curateurs et exceptionnels des quatre coins du monde. Et quand j'ai commencé à faire, c'était pas de miser sur mes antécédents. Enfin, c'est ça, j'ai misé sur l'anthropologie et j'ai noué des liens avec des gens des quatre coins du monde parce que on me donnait sur un plateau d'argent des artistes avec lesquels je pouvais travailler. Il y avait beaucoup de diversité dans la ville de Montréal. Alors, j'ai travaillé avec des artistes volontiers et on a travaillé ensemble pour créer un espace où on pouvait raconter des histoires à Toronto. Alors, 10 ans plus tard, j'ai commencé à sentir qu'il manquait quelque chose. Comme s'il manquait un lien entre cet événement et les populations diversifiées. Parce que j'adorais voir de l'art contemporain sur la scène publique, mais j'ai pas l'impression que les gens de couleur étaient représentés dans cet art. Euh, et au 10e anniversaire de Nuit Blanche, qu'on voit ici à l'écran, j'ai commencé à intégrer ma perspective de curatrice. Parce que avant ça, eh bien, je faisais mon travail selon certaines règles préétablies. Mais là, j'ai invité JR, l'artiste JR, et d'autres, et on a organisé des prestations partout dans la ville. Donc, il y a des gens, je m'en souviens, on dit, ah, c'était mignon. Mais ce que j'ai constaté, c'est que le public a couru l'événement. Donc, des citoyens de Toronto, de toutes les communautés de Toronto ont commencé à assister à cet événement. Et on avait enfin un art, des processus artistiques qui rejoignaient les gens, qui les touchaient au cœur, mais les gens, tous les gens de Toronto, pas seulement l'élite, pas seulement la population générale, mais toutes les populations de Toronto, toutes les communautés. Voici un excellent exemple de, de ma façon d'intégrer mon expérience en travail social. Alors, ça fait partie d'une exposition. C'est un point de bascule entre les prestations d'art public et le travail de curatrice à la Ville de Toronto parce qu'on a invité des artistes de différents genres. Quand on dit la diversité, c'est notre force, c'est la devise de Toronto. Eh bien, moi, pourtant, je ne voyais pas beaucoup de diversité parmi les artistes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les artistes multidisciplinaires. Je voulais des artistes qui allaient raconter une histoire de façon multidisciplinaire. L'histoire, c'est ce qui nous attire. Alors, et voici un exemple de cette année-là où on a invité des réalisateurs à Philip Square. Donc, c'est Pneuma de Floria Sigismondi, réalisatrice exceptionnelle, elle a créé cette œuvre qui s'appelle Pneuma. Elle a dit qu'elle voulait vraiment travailler avec l'eau. Alors, je suis allé chez elle, à Los Angeles, et on a commencé à parler de son souvenir. C'était presque noyé dans sa vie. Donc, c'est ce qu'elle voulait utiliser pour créer cette œuvre d'art. Donc, ça lui a permis, justement, c'était pour elle une façon de guérir de ce traumatisme d'enfance.
Alors, elle voulait porter à la vie ce message, c'est-à-dire, faut pas attendre euh, la fin de sa vie pour vivre. Il faut vivre jusqu'à la mort. Il faut vivre chaque instant de notre vie parce qu'on ne sait jamais ce qui s'en vient. Donc, on est sorti des sentiers battus et j'ai utilisé en fait le lien personnel que j'avais créé avec Florian, cet artiste justement pour m'amener à créer cette œuvre pour le festival. Alors, voici une œuvre créée par des gens qui travaillent avec de l'intelligence artificielle. Donc, Philip Beasley, il est connu partout dans le monde. Je l'ai invité à participer à cette exposition. À l'époque, on avait H&M dans les commentaires. Et les gens m'ont dit, c'est impossible de convaincre Philip Beasley de travailler avec, premièrement, un ministère privé, une entreprise, et deux, avec, ni avec H&M. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui collaboraient avec des marques. Et à l'époque, on constatait qu'il aurait pu y avoir des intérêts divergents justement, entre les artistes et les marques privées. Alors, je me suis dit, il faut essayer. J'ai approché Philippe Beasley. Je lui ai demandé s'il était intéressé à, premièrement, participer à ce spectacle qui était complètement hors des sentiers battus. On travaillait avec des réalisateurs, on faisait des vidéoclips. Et je lui ai demandé s'il était intéressé avec des marques privées, des commanditaires privés, et à travailler avec H&M. Il a dit oui. Donc, dès qu'il a découvert ce que Floria faisait et ce que les autres artistes faisaient, il a décidé qu'il voulait faire partie de cet événement, de cette communauté, et de cette communauté torontoise, cette communauté d'artistes. Alors, on est sorti des sentiers battus et ce qu'on voit ici, c'est euh, son œuvre qui s'appelle Océan. Et Philip Beasley a réuni des milliers de vêtements recyclés de H&M pris dans leur magasin et il a créé une œuvre qui donne à penser qu'on est dans l'océan. Il a recyclé des bouteilles de plastique, des bouteilles d'eau. Il a créé des moteurs alimentés à l'intelligence artificielle qui ont fait bouger le tout. Alors, on voit des gens qui se couchaient par terre. C'est parce que justement, ces gens, fascinés par cette œuvre, ils voulaient trouver un meilleur moyen de l'apprécier. Alors, les gens trouvaient un lien entre eux et cette œuvre. Donc, on adore être avec Philippe Beasley. Ensuite, de l'exemple de Director X, le troisième artiste qui a collaboré avec son œuvre La mort du soleil. Alors, c'est pas quelque chose que tout le monde va faire, c'était vraiment c'était quelque chose de très délicat. Euh, et Director X voulait utiliser son œuvre pour parler de la durabilité environnementale. En fait, c'est peut-être considéré par certains comme un faux pas, la mort du soleil, parce que c'est l'année où il y a eu des fusillades mortelles à Toronto. Mais il y avait une intention noble et il racontait une très belle histoire, en fait, plutôt un beau message, c'est-à-dire la durabilité. Il faut miser sur la durabilité. Donc, cette œuvre représente le soleil qui prend son dernier souffle. Et justement, Director X, dans sa vie, avait déjà été victime d'une fusillade. Donc, tout était lié. Donc, on parlait de la perte de la vie, risquer sa vie, la fin, de l'époque, la fin de quelque chose. Il y a 9 millions de personnes qui ont visité cette exposition en 10 jours. Et il a fallu demander à la sécurité d'expulser les visiteurs. Les gens se tenaient par la main, les gens pleuraient, et les gens ne voulaient pas quitter les lieux. Et ça, c'est la puissance de l'art, la force de l'art. Alors, ces trois artistes ont créé des expositions qu'on n'avait jamais vues auparavant, et des expériences aussi euh, inconnues jusque-là. Alors ici,
Bon, tout le monde connaît Drake. Drake adore cette œuvre et il a pris, il l'a porté avec lui sur son Boy Meets the World pour la tournée Boy Meets World. Alors, Drake utilise cette œuvre qui représente justement l'avènement de la culture pop et, et en général, eh bien, on fait les choses d'une certaine façon. Drake a décidé de faire les choses différemment. Et je me suis dit, on préfère créer une synergie différente où c'est l'art public qui part en tournée et c'est l'art qui fait la tournée et non l'artiste. C'est ce qui est arrivé ici grâce à Drake. Et ensuite, Daniel Arsham, qui a créé son œuvre Lunar Garden with Charlotte Day Wilson. Alors, ici, on se demandait en fait. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce lieu? Moi, en fait, nous, on veut créer un monde, on veut, à quoi ça ressemblerait un monde où on pourrait, alors, l'idée ici, c'est que c'est un nouveau monde qui s'ouvre et en fait, une œuvre, qui a un aspect sensoriel, ça doit être une œuvre qui touche les cinq sens pour que l'art public serve un but. On va se Par cette œuvre, on se demande comment on peut se sauver de notre existence sur Terre et un nouveau monde qui s'ouvre. En fait, Daniel Arsham est daltonien et il avait reçu de nouvelles lunettes. Il voit des couleurs différentes, nouvelles. Et c'est une œuvre de 100 pieds de haut, la plus grande que Daniel Arsham ait construite de sa vie. Alors, j'aime mettre ensemble l'art contemporain, le design, la culture pop en une œuvre. Et cette œuvre permet de méditer, c'est de toute beauté. Et les gens ont été là pendant des jours à écouter, à observer, à baigner dans cette lumière. Donc, je me suis dit que ça crée un espace où le public peut venir passer du temps, oublier son quotidien, etc. C'est très puissant. Alors, on m'a ensuite demandé d'intégrer les musées d'histoire de Toronto. Alors que c'était une époque où c'était le meurtre de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter, il y a eu la réconciliation qui a été lancée au Canada. Donc, c'est une époque très, on va dire, avec plein d'événements, justement. Donc, l'équité, la diversité et l'inclusion, ça vient de 2020, le concept énoncé ainsi. Et moi, je viens de Scarborough, en Ontario, je suis une personne de couleur. Moi, je ne vais pas au chapitre. J'ai des antécédents, en fait, une formation au travail social. Mais qu'en 2020, l'année 2020 est arrivée, on a eu l'occasion de faire porter nos voix, de communiquer notre intention, de se faire voir, de donner lieu à la réconciliation et d'utiliser l'art public comme un outil. Alors, voici un collage de certains des projets que j'ai faits, mais en haut à droite, on voit un Afro-Pic. Alors, un spectacle qui représente les combats que les communautés noires doivent continuer de mener. À gauche, on a Mustapha qui vient de Regent Park. La police a dû l'escorter sur euh, la place parce que c'est un ambassadeur anti-armes à feu, en fait, qui s'exprime beaucoup. Alors, tout ça pour dire que j'utilise les musées d'histoire de Toronto pour présenter une intention très claire, c'est-à-dire que nous sommes ici pour la justice et la vérité. Et ma méthode a été de faire en sorte que les gens soient visibles, pas d'une façon déranger, mais d'une façon à occuper l'espace, aussi de façon à permettre la guérison, en disant qu'on reconnaît qu'on a eu tort, qu'on reconnaît que les injustices font toujours rage, mais qu'on est ici pour apporter ces changements. Alors, je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais comme vous voyez, ces différentes images montrent des exemples de ce que j'ai.
Et j'essaie toujours d'apporter un aspect hum, permettant la méditation. Alors, pour que quand vous observez une œuvre, il y a quelque chose qui vous permet de guérir, de vous calmer, parce que euh, l'enjeu ici, c'est la reconnaissance. C'est pas facile. Il faut reconnaître les faits, l'histoire, etc. Et c'est ça sur quoi je travaille depuis un certain temps. Merci énormément. Quelle belle introduction. Nous aurons l'occasion de parcourir certains éléments relatifs à votre présentation un peu plus tard. Maintenant, si on poursuit un peu dans le programme, nous voulons parler un petit peu de The Cube, du district d'échange de Winnipeg. Il y avait le festival de jazz et Dario, vous étiez là pour faire une présentation dans cette icône. Qu'est ce centre de présentation? Regardez le cube dans l'espace. Alors, je suis un petit peu curieuse ici. Voulez-vous partager avec nous quelques éléments de cette prestation? Dites-nous comment c'était de faire une présentation, euh, un spectacle dans cet espace urbain. J'ai beaucoup d'antécédents là déjà dans mon profil relativement à cet espace. Et donc, j'aime beaucoup les trames narratives, les récits, j'aime raconter des contes, mais bon, je peux en parler. Il y a beaucoup d'histoires fascinantes qui sont reliées à cet espace urbain. Voilà ce qu'on appelle The Cube, le cube qui était conçu et assemblé à Winnipeg, monté à Winnipeg. Et donc, c'est sur c'est dans un centre urbain qui s'appelait le Old Market Square, l'ancien square du marché à Winnipeg. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit, mais Winnipeg, c'est un endroit fascinant. C'est un endroit un peu étrange aussi à la fois. Je suis tellement heureux d'avoir pu grandir dans ma jeunesse à cet endroit. Bon, un peu plus maintenant au sujet du cube. The Cube, 18 000 pièces d'aluminium sont donc réunies, assemblées pour faire le cube, the cube. Et lorsque le cube est utilisé comme une scène, c'est plié vers le haut et en bas, il y a une plateforme de ciment qui essentiellement est un espace ouvert qui permet d'accueillir toutes choses, comme par exemple, bien sûr, les prestations, les performances, comme on dit, les éléments qui sont liés aux prestations musicales ou théâtrales. À Winnipeg, si vous le savez, peut-être pas, mais nous avons des hivers rigoureux. Et ce que j'aime relativement au Cube, c'est qu'on parle ici d'art. Et d'art toute l'année, même durant l'hiver. Si vous allez au Old Market Square durant les mois d'hiver, j'aime beaucoup voir comment l'aluminium est un matériau qui, en quelque sorte, va réfléchir la neige. Voyez-vous, il y a un reflet de la neige que l'on voit sur l'aluminium. Et donc, en temps d'hiver, c'est comme un gros cube de glace en plein milieu du square du Vieux Marché, du Old Square, Market Square. Et donc, je pense que c'est une idée brillante. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas beaucoup d'activités durant le mois d'hiver, là, durant cette saison-là. Et donc, c'est merveilleux au niveau artistique. Une œuvre d'art. Derrière, je vois qu'ils font un petit peu de mappage par projection. On y projette des choses intéressantes, puisque c'est une surface de projection aussi. Oui. Alors, il y a un très bon éclairage qui est utilisé sur le cube. Et donc, c'est une œuvre d'art lorsque ce n'est pas une scène ou ont lieu des prestations. Alors, il y a le festival French Festival et le Festival de jazz de Winnipeg, qui sont les deux principaux événements culturels l'été. Mais il ne s'agit que deux moments dans le temps, deux opportunités, parce que le restant de l'été n'est pas couvert dans la programmation. Donc, comment je me suis impliqué historiquement dans tout ça, cette question de m'impliquer dans le Old Market Square? Vous avez peut-être lu ma biographie. J'étais un élève de l'Université de Winnipeg. L'Université de Winnipeg n'est qu'à 10 minutes de marche du Square, au Market Square. Et il y a 20 ans, j'ai étudié euh, le théâtre à l'Université de Winnipeg ainsi que l'écriture, la rédaction et créative. Durant les premiers mois universitaires,
Nous ne soucions pas vraiment d'aller à l'extérieur lorsqu'on travaillait sur nos œuvres théâtrales de Shakespeare, etc. Et donc, alors on s'en allait plutôt au Square, Old Market Square, qui était une libération pour nous. On se sentait bien parce que c'était un espace ouvert, un espace urbain amusant. Et les gens nous regardaient nos pratiques théâtrales pour des projets universitaires. C'est un endroit où l'on allait toujours. Il y avait de l'autre côté de la rue un burrito. Et donc, on allait se chercher des burritos, puis on revenait travailler, faire nos générales, etc. Donc, c'est la première fois que je me suis rendu compte que c'est un endroit où j'aimais aller de façon récurrente. Et je vais vous parler de l'histoire de Jacob. Eh bien, moi, j'ai quitté l'Université de Winnipeg éventuellement. J'ai commencé à m'impliquer dans un groupe de musique de hip-hop. Alors, on avait des prestations de hip-hop et notre groupe de musique hip-hop allait faire des prestations partout dans la ville. Et à l'époque, nous n'avions pas nécessairement d'endroit où faire des prestations, où nous présenter, parce qu'on n'y acceptait pas vraiment la musique hip-hop à l'époque, je vais le dire, je serai honnête. La plupart des centres culturels, des centres de prestations étaient des lieux où l'on avait des spectacles de jazz, de rock and roll, et on devait les supplier pour pouvoir utiliser leur espace de prestation. Et j'ai démarré donc mon propre festival. C'était un festival, le festival du hip-hop qui s'appelait The Peck City Hall Festival. Et Peck City, c'est moi qui euh, a, si vous voulez, créé cette appellation. Et donc, alors, c'est un festival qui a attiré d'autres artistes du hip-hop. Ils se sont tous rendus à Winnipeg et là, on s'est réunis, on a fait des performances. Et le problème, c'est que pour le reste de la ville et du pays, ben, ils ne savaient pas que le hip-hop était un des genres musicaux les plus cool, les plus intéressants, les plus dynamiques. Et donc, il a fallu inventer notre propre événement. Et une des choses que j'ai dû inventer, c'est que ça nous prenait un festival à l'extérieur. Avant que l'on parle même du Cube, on ne s'y référait pas comme le Cube. C'était juste dans le Old Market Square. Et donc, il y avait des artistes de hip-hop, les nouveaux artistes du pays qui s'y sont rassemblés. J'ai pu inviter Mocha de Vancouver, Classified de Halifax et Monolith de Toronto. Bon, Edmonton, Calgary, beaucoup d'artistes de ces endroits se rendaient euh, sur les lieux. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui viennent de partout, c'est quelque chose de spécial. Et j'étais très heureux de voir que la ville de Toronto me permette d'utiliser le Old Market Square. Est-ce que j'ai dit Toronto? Diantre! Non, non, je parlais de la ville de Winnipeg. Oui, il s'agit de la ville de Winnipeg et non de Toronto. Voilà. Et donc, oui, c'était spécial. En 2006, nous avons eu une représentation et spectacle, et je pense que il y a quelqu'un qui s'appelait, je crois, Brent à l'époque. Brent, c'est quelqu'un qui fumait la pipe, je pense, comme un vieil homme là, qui fume sa pipe. Là. Voyez-vous, les pipes que l'on se servait à l'époque pour fumer du tabac. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et il est arrivé avec Jacob, son fils de 12 ans. Il était allé voir le spectacle au Square, Old Market Square. Il voulait que son fils de 12 ans s'y amuse, j'imagine. Mais c'était un spectacle tout genre, tout âge confondu. Et donc, je me suis même pas rendu compte de ce que je faisais. J'avais fait un événement où tous les gens de tous les âges pouvaient participer. Je pensais que j'utilisais un espace où je pouvais faire mon spectacle. J'utilisais ce qui était disponible, c'était tout. Point. Mais cet homme est arrivé avec Jacob, son fils de 12 ans. C'était en 2006. Et il voulait aller voir qu'est-ce qui se passait, aller voir le festival de Peg City. C'était en 2006. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez de Rap City. Rappelez-vous l'époque de Musique Plus ou Much Music. Master T est arrivé là, était le maître de cérémonie de Rap City. Et Jacob a été stupéfait. Il n'avait que 12 ans, mais il était complètement soufflé. Il s'est rendu compte que c'était un spectacle dans le Old Market Square de sa ville, pas à la télé, et il pouvait se joindre, voir, participer à la représentation. J'avais participé au Festival de jazz de Winnipeg au mois de juin de cette année. Et un jeune homme est venu me voir et m'a dit, Tu te rappelles de moi?
C'était cette année au festival de jazz. Et moi, je lui ai répondu, j'ai dit: «Non, je suis censé me rappeler de toi peut-être?» Et il m'a dit: «Mon nom est Jacob». Et j'ai dit: «OK et donc?» Et le jeune m'a dit: «Mon père m'a demandé de venir au festival en 2006, j'avais 12 ans et je suis venu te voir avec mon père. C'est lui qui m'a dit de venir». Et là, j'ai dit: «Ah, c'est toi le petit enfant de 12 ans, là? Ton père, il fumait la pipe, là, il fumait du tabac dans une pipe». Et là, le jeune de me répondre: «Oui, oui, oui». Et là, je me suis dit: «Mais tu avais quel âge à l'époque?» «J'avais 12 ans», de répondre le jeune. «Mais maintenant, tu as quoi? Tu as 30 ans?» Et il répond, il dit: «Oui». Et il me dit: «Je suis un de tes fans. Je suis un fan fini de ce que tu fais. Je te suis depuis que j'ai l'âge de 12 ans, depuis ce moment-là». Et j'étais comme ému. J'étais ému. Jacob, le gars, là, est devenu un homme de 30 ans. Il travaille maintenant à une usine d'emballage de viande. Il est marié. Il travaille dans la filière de la viande et il est marié. Et donc, je me rappelle que j'avais signé un T-shirt à l'époque pour lui et il avait conservé son T-shirt. Et là, je me suis rendu compte que ces espaces sont vraiment importants. Et le père de Jacob, il s'était dit à l'époque: Ah, il y a un concert de hip-hop, ah, je devrais peut-être y aller avec mon fils. Peut-être qu'il va aimer ça. C'est ce que son père s'est dit à l'époque. Le père de Jacob avait l'habitude d'aller au Old Market Square. Il allait voir le spectacle du Winnipeg Fringe Festival, le Festival Fringe. Et il allait là à l'époque lorsqu'il y avait des marchés, les marchés des fermiers locaux, où il y avait d'autres représentations théâtrales, par exemple. C'est un espace urbain qui était très important pour son père déjà. Et Jacob, grâce à son père, m'a découvert. Et ça, c'était à l'âge de 12 ans. Et 18 ans plus tard, il continuait à me suivre. C'était un de mes fans. 18 ans plus tard. Très intéressant. La collectivité des créateurs, des artistes, c'est une communauté qui s'est appropriée des espaces, a utilisé des espaces. Et cela commence à transformer les gens de la ville. Les gens de la ville sont informés, ils se rendent compte qu'il y a un potentiel pour ces espaces créatifs, urbains. Et ça me fait penser à Montréal. À l'époque, c'était le Festival de jazz international qui avait lieu depuis des années. Ça se tenait sur un site de stationnement. Et peu à peu, le festival s'est développé et la ville s'est rendue compte qu'on doit créer une infrastructure, des espaces de représentation. Et ce type de programmation, donc, peut continuer à voir le jour, mais les plateformes de représentation s'améliorent peu à peu, année après année, pour les artistes, afin qu'ils puissent partager leur art. C'est vraiment incroyable de voir maintenant euh, à quoi, c'est intéressant de voir à quoi ressemble Old Market Square. Et donc, ma mère va là, lorsqu'elle va, elle est à Winnipeg, elle va visiter une amie l'été. Diana, elle s'assoit sur un banc près du Cube, The Cube. Et puis, ma mère va alors regarder les spectacles qui vont être là, peu importe la journée, selon la programmation du jour. Une dernière histoire que j'ai pour vous, c'est mon ami Paul, qui est un comédien. Eh bien, c'est un organisateur communautaire aussi. Il avait demandé à la ville de Winnipeg d'utiliser le Cube pour ses nuits euh, d'humour, parce qu'il ne pouvait trouver le bon endroit où faire sa représentation pour les Comedy Nights. Et c'est devenu un événement gratuit maintenant, qui est très populaire. Ces soirées d'humour, les Comedy Nights. euh, c'est tous les étés à Winnipeg, à chaque 2 semaines que se tient l'événement. Les gens ont très hâte d'y aller. Et le Cube est un endroit où l'on se rend simplement. Et il y a toujours des spectacles différents, variés, dépendamment du jour. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Et vous pouvez y aller avec vos enfants et vous pouvez peut-être découvrir quelqu'un comme moi par hasard, on espère. Bon, d'accord. Et c'est formidable d'entendre ce qu'ont à dire les artistes, ceux qui présentent leurs œuvres au public. C'est formidable d'apprendre au sujet des infrastructures qui vont les aider, les soutenir. Alors, tu as conduit un de tes amis qui s'est rendu compte qu'il y avait un espace, une infrastructure qui pouvait soutenir son œuvre. Et puis voilà, ça s'est poursuivi. Et ce qui me rappelle un élément, la ville de Hamilton encourage
sa communauté créative à dire, regardez les infrastructures dont nous disposons. Nous avons euh, des infrastructures, des scènes potentielles pour les groupes de musique, etc. Des espaces, des lieux. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant que l'on pourrait créer comme programmation? Et cela nous permet d'initier un dialogue très important avec les créateurs relativement aux espaces de représentation. J'ai une vidéo ici, mais on m'a dit que c'est un résumé de ce territoire exceptionnel. Il s'agit d'un territoire, d'un espace culturel d'un kilomètre carré où ont lieu 80, où il y a 80 sites de représentation. Il y a plus de 100 spectacles par mois, 40 festivals durant toute la saison estivalière et puis il y a 8 espaces publics. J'aimerais vous montrer un petit peu quelques éléments relatifs à la place des festivals. J'aimerais vous en parler davantage et c'est incroyable comme espace central ici. C'est en plein milieu du centre-ville de Montréal, à la place des Arts. Et vous voyez ici l'infrastructure latérale. Vous voyez les colonnes blanches. Ça, c'est un facteur clé pour beaucoup d'éléments de la programmation festivalière. Alors, il y a la fibre optique, le son et beaucoup d'autres ressources très puissantes qui sont utilisées là par ces structures. Et voilà. Avant et après, un instantané du centre-ville, dans les années 80-90, à quoi ça ressemblait? Il y avait le Festival de jazz international qui avait lieu sur des stationnements. Et il y a eu beaucoup d'élan, de momentum, dynamique pour transformer ces espaces en des lieux de représentation tout à fait exceptionnels. Alors, il y a eu au début des années 2000 un sommet où les chefs de file et leaders de Montréal se sont réunis pour discuter de la création d'un lieu permanent pour la programmation culturelle de Montréal. Un espace urbain dont pourraient jouir les Montréalais, mais également bon pour les touristes, que les touristes pourraient apprécier. Voilà. On va maintenant vous montrer le tout, 40 festivals par saison. Regardez comment ça se remplit. De vastes foules sont accueillies à la place des festivals. Vous voyez, il y a cette structure construite à dessein, juste pour cette initiative, et ce qui permet d'avoir une programmation à feu roulant d'activités, en fait, continue. Et chaque festival peut utiliser le mobilier urbain, les infrastructures, etc. Et ça coule de soi. Les mêmes infrastructures sont utilisées d'un festival à l'autre, d'une activité à l'autre, d'une représentation à l'autre, ce qui permet de faire des économies d'échelle et on fait des épargnes. Et vous avez les liens pour Instagram. Et ce qui est très génial, ce qui est cool, c'est que tout est gratuit au quartier des festivals. Il y a 5 surfaces de projection, c'est très intéressant et c'est magnifique. Et la programmation du quartier des spectacles considère que la présentation des artistes est très importante.
Et on inclut également l'art de projection autochtone. Ça existe beaucoup. C'est ce mappage par projection. La façade est utilisée de l'UQAM, par exemple. Vous avez ces 5 surfaces qui sont utilisées pour y faire des présentations. Pour aller voir ça, c'est gratuit. Ces représentations sont accessibles et gratuites. Un élément très important du quartier des spectacles, c'est que nous avons, de par le festival d'hiver Lumina, nous avons pu créer des installations permanentes, interactives, des installations qui demandent la participation du public. Une valeur ajoutée, c'est que il y a un catalogue d'œuvres qui vont nous permettre de faire des tournées de ces œuvres d'art partout sur la planète. Alors, le Festival Lumina a lieu l'hiver et ça s'est développé sur 14 années. En 2025, nous allons célébrer son 15e anniversaire. Le 15e anniversaire de ce Festival Lumina qui crée des partenariats avec d'autres endroits, d'autres lieux. Il y a des partenariats pour y présenter des œuvres participatives. Et la signature, c'est la signature lumineuse, puisque c'est l'art de la lumière qui se déploie. Vous avez à l'esplanade tranquille, à l'esplanade tranquille, euh, un anneau de glace extérieur. Et la première saison, on y a donné la bienvenue peu à peu d'un public qui a triplé selon les attentes. Chaque année, il y a de plus en plus de membres du public et à chaque année, il y a un spectacle de projection, le spectacle principal. Et vous voyez 2 autres œuvres ici qui font partie de la collection d'œuvres d'art du quartier des spectacles. Et donc, il y a la signature de la lumière pour ces œuvres qui sont mises de l'avant. Nous avons Impulse, par exemple, qui a fait sa tournée en Amérique du Nord, Loop également, et une autre œuvre. Et lorsque l'on parle de programmation en hiver, j'aimerais le souligner, euh, la noirceur arrive vite durant la journée. La journée s'obscurcit rapidement en hiver et donc ça fait partie de la marque de l'image, c'est ce qui définit le festival, parce que ça permet de déployer la lumière. Voilà d'où tire l'origine, quelle est l'origine du festival. Le festival tire son nom de cette réalité. Ça a lieu à la place des festivals et la zone urbaine principale. Vous avez le calendrier de la programmation pour la saison hivernale ici à Montréal et nous avons l'ouverture de l'anneau de glace qui se fait au mois de novembre et on a le défilé du Père Noël, après l'ouverture de la patinoire et il y a le festival Lumina qui prend place alors. Et c'est comme si ce festival relie tous les éléments de la programmation au centre-ville de Montréal. Et donc, vous pouvez passer d'une installation à l'autre et tout coule de source. Et on a donc ce festival tranquille, le grand marché de Noël, Luminothérapie, le festival Lumina et l'Igloo Fest également. Je pense que c'est le party, la soirée en vêtements de skidoo, la plus belle, la plus dynamique qui soit. C'est un party à l'extérieur où l'on a des DJ, etc. Festival et on a à la place du festival plusieurs festivals. Donc, de novembre à mars, voyez-vous, il y a d'autres festivals ici sur la patinoire. Et donc, d'autres caractéristiques de la programmation d'hiver, à gauche, nous avons ce que nous appelons la glissade Gamelin. On transforme le parc Place Gamelin, Place Émilie Gamelin, devient alors euh, un lieu où les enfants peuvent jouer avec des petites collines pour y glisser. On a des petits équipements ici, des petites buttes qui sont créées grâce à ces caractéristiques. Qu'est-ce qui est intéressant, et on en parlait un peu plus tard, là, c'est que l'espace devient dynamique, s'anime grâce au branding, à l'image de marque et aux éléments graphiques. Et vous pouvez aller là-bas juste pour sentir un sentiment d'émerveillement. Vous êtes
accueilli, c'est chaleureux. Et il y a le Festival du quartier latin également, la rue Saint-Denis. On transforme la rue en cette espèce de centre de ski avec des collines, des pentes de ski. Et donc, c'est formidable. C'est un festival de sport extrême au centre-ville l'hiver. Place Émilie-Galmin, c'est à l'est, c'est un lieu qui est à l'est de la place des festivals dont je vous ai parlé. Et c'est un parc qui célèbre son 10e anniversaire parce que peu à peu, au fil des années, c'est devenu un lieu inclusif pour y présenter des spectacles. Mais c'est un centre communautaire en quelque sorte, ou une aire communautaire. Alors, voyez-vous, il y a Nathan Phillips et les 9 millions de personnes qui ont été attirées à la programmation dont on vous a parlé. La place des festivals également, qui accueille 40 festivals avec des dizaines de milliers de personnes. Mais ici, au Jardin Gamelin, à Place Émilie-Gamelin, c'est un lieu plus humain, plus petit. Ce sont des événements du style plus communautaire. Et pour les Jardins Gamelin, c'est un programme, on a une programmation qui a accueilli 500 artistes, des artistes nouveaux, émergents, qui entrent en relation avec la communauté. Nous avons programmé quelques 250 activités et concerts sur ce lieu urbain avec 16 associés à la programmation, entre autres. Nous avons Pride Montreal, Fierté Montréal et en anglais, comment appelle-t-on ça? C'est le Festival des premiers peuples. Voilà, pour les festivals des peuples autochtones. Nous avons accueilli quelques 65 000 personnes pour une centaine de jours d'activité, 130 plus exactement. Nous avons également des éléments euh, d'urbanisme agriculturel, des projets d'agriculture urbaine, pardon. Et c'est comme ça que nous enseignons à cultiver des légumes dans un contexte urbain. Nous offrons également, il y a un espace pour une petite foire alimentaire où l'on peut se sustenter. Un élément sur lequel j'aimerais insister, c'est l'implication soutenue de la communauté. On est auprès de la communauté puisqu'on est au centre de la ville, on est au centre, dans un centre urbain où il y a quelques 8 000 professionnels qui travaillent, et puis avec le CAM, McGill et Concordia, toutes ces universités, et les cégeps, etc., il y a quelques 50 000 étudiants qui sont dans le coin. Il y a également tous ceux qui résident. Et donc, pour ces raisons, c'est important de s'impliquer avec les commettants, avec les résidents du lieu, des espaces avoisinants. Et c'est important de créer des espaces où les gens peuvent se rencontrer en tant que voisins. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le festival de voisinage. C'est la fête du quartier ou les fêtes de quartier ou la fête du quartier. Et c'est très important. Un autre élément, le monde de la vie piétonnière, ce qu'on appelle la piétonisation. Alors, on a l'infrastructure des rues qui peuvent devenir des espaces où l'on fait des présentations, où l'on a des prestations, des lieux qui deviennent des endroits où l'on peut s'impliquer, se réunir. Il y a des zones d'engagement culturel. Sur ces zones de piétonisation, on peut jouer au mini-golf, on peut jouer aux échecs, etc. Ce sont des endroits pour se promener et faire du vélo où l'on peut apprendre à se connaître et c'est formidable. Et donc, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez donné. Merci beaucoup. C'est très relié à ce que vous avez dit. Merci énormément, Jacqueline. En effet, c'est une excellente introduction. Euh, euh, ben oui, alors je vais présenter un projet sur lequel je travaille depuis 5 ans. Alors, je vais entrer dans les profondeurs de ce processus et vous donner des idées, des perspectives, conseils sur la façon des conseils sur la façon de bâtir ce projet dans votre contexte. Alors, c'est la piétonisation d'une rue de Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue Ontario. Alors, qui sommes-nous? Qui suis-je? Je suis membre de l'équipe. Nous qui avons des expériences qui connectent les gens au lieu et donnent euh, sens à la vie dans
dans le quartier. Alors, voici ce qu'on fait à l'échelle humaine, à l'échelle collective et à l'échelle urbaine. On joue avec cette échelle et ce qui compte le plus dans tout ce qu'on fait, ce sont les gens derrière tout ça et les gens devant, c'est-à-dire les gens qui utiliseront nos aménagements, qui s'en serviront comme d'un outil. La rue dont il est question, c'est la rue Ontario, la promenade Ontario, qui fait 1,4 km de long. Et c'est dans un quartier chaud, un quartier qui a tout vu, un quartier où c'est pas toujours facile. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le village de Montréal. C'est un peu un village. C'est un quartier, un village à l'intérieur d'une ville. C'est une ville qui était à l'époque, en fait, jadis, orientée vers la voiture et qui est devenue orientée vers l'humain, vers le piéton. Alors, comment est-ce que nous avons réussi à faire ce changement? Eh bien, la COVID s'est présentée et la ville a appelé plusieurs designers, urbanistes et on a fait un laboratoire. Ils nous ont dit qu'on avait 4 semaines pour concevoir et aménager la ville. On s'est dit, pour être amusant, alors faisons-le. Alors, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était embarqué dans quelque chose de immense. Alors, mon équipe a travaillé avec des professionnels et on s'est dit, bon, on n'a pas toutes les réponses et on va faire des erreurs. Au moins, on essaiera de faire des choses pour améliorer la situation. Et c'est là qu'on a appris beaucoup de choses. La stratégie était donc ascendante plutôt qu'une stratégie descendante. Quand c'est descendant, on dit aux gens dont ils ont besoin. Mais en fait, on a essayé plusieurs choses, on a intégré des choses, on a essayé, on était agile, on était dans la rue, on parlait aux gens, on parlait des commerçants, on les écoutait. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Écouter, pour de vrai, c'est difficile. Parce que tout le monde parle de sa propre vie, de sa propre situation. Et on s'est dit, bon, donnons à ces gens qui n'ont pas beaucoup d'espace, donnons-leur la ville et la cour arrière, ou plutôt la cour avant, qu'ils n'ont jamais eu. C'est leur ville, c'est leur parc, c'est leur quartier. Alors, redonnons-leur la rue et plutôt que de faire ce que moi j'ai intention de faire en tant que designer. Alors, c'était ça notre processus. Alors, on s'est dit qu'il fallait faire les erreurs dès le début, écouter les gens et 2 jours plus tard, tout changer pour s'adapter. Alors, ça a été une façon accélérée de faire les choses. C'est la seule façon qu'on pouvait appliquer année en 2020. Et maintenant, en 2024, 4 ans plus tard, eh bien, ça a beaucoup évolué. On a maintenant plein d'infrastructures, des meubles qu'on réutilise chaque année. Et je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé de la première année à aujourd'hui. Passons à la prochaine page. On va essayer de approche. On est des designers, on design, on conçoit des produits, des espaces. Donc, on a une méthode. On s'est dit, appliquons notre méthode. On s'est dit que cet espace devait être transformable, adaptable, et qu'on devait penser de façon systématique ou créer des systèmes, pas quelque chose qu'on allait utiliser et jeter, mais un système qui allait exister dans le temps. On s'est dit, prenons ce système de design, de conception de produits et appliquons-le à ce lieu. Et ensuite, c'est pas une recette, il faut comprendre le contexte dans lequel on intègre tous ces systèmes. C'est très important. Alors, voilà ce qu'on a cette année. Bon, on fait des espaces avec une marque, c'est intéressant, c'est amusant, mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors, j'ai indiqué quelques clés de la réussite. Premièrement, il faut établir des relations avec les acteurs, les instances, les organismes. Donc, on n'est pas seul dans ce projet. Il y a beaucoup de gens dans cette communauté. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de la communauté. On doit donc travailler en équipe avec ces gens. Pas seulement dire, bon, on va faire quelque chose, ça va être amusant. Tout le monde doit faire partie du projet. Tout le monde doit se l'approprier. Et tout le monde a ses propres besoins, justement. Alors ensuite, il faut planifier des interventions propres au contexte. C'est très important. C'est pas une recette qu'on peut appliquer, euh, et répliquer partout. Il faut comprendre où on met les choses et pourquoi et pour qui.
Alors, c'est quelque chose qu'on a appris durant ce processus. Il faut garder le cycle de vie à l'esprit. Donc, il y a des projets qu'on faisait il y a 10 ans qui ont été jetés à la poubelle maintenant. C'était joyeux, amusant, peu importe. Mais c'est pas des projets qui étaient conçus pour être réutilisés, pour perdurer dans le temps. Pas des projets durables. Alors, justement, quand on fait nos projets maintenant, on mise sur la durabilité. Ensuite, il faut aller chercher les rétroactions des usagers pour ensuite réaligner nos pratiques pour les prochaines phases de la conception. Donc, les données sont importantes. On peut faire tout ça, mais si on n'a pas de données, d'informations, de rétroaction des usagers, on ne peut pas faire d'itération, on ne peut pas faire d'amélioration. Alors, c'est très bien d'avoir des données de rétroaction. Et ensuite, il faut planifier le jeu libre et l'adaptation culturelle. Nous, on conçoit les choses, mais c'est pas nous qui amenons les artistes. Nous, on bâtit l'infrastructure et on travaille avec la société de développement commercial local qui, elle, gère la rue. Et on travaille avec elle et on lui demande qui elle veut amener dans sa rue, quels artistes vont offrir des prestations, etc. Donc, on travaille avec la SDC euh, et on travaille pour les usagers, les gens. C'est les gens, la population qui utilise ces espaces. Donc, les résidents, les commerces locaux, les services municipaux, les décideurs municipaux et les experts. Et tous les gens doivent se parler, doivent être en communication. Et ça, c'est la partie difficile. Et c'est pas facile, mais c'est indispensable dans tout projet qui portera ses fruits pour la population. L'autre ingrédient, c'est construction de choses. Jacqueline vous a montré que ça peut être de l'art interactif, une scène, d'autres infrastructures. Alors, ce qu'on a fait, c'est bâtir ces infrastructures, ces objets pour que les gens puissent les utiliser. Quelque chose qu'on a remarqué quand on a commencé à construire, à bâtir le projet, c'est que tous ces bars et restaurants n'avaient pas beaucoup d'espace. Et quand la ville, la rue a été rénovée, on s'est dit on pourrait bâtir des terrasses mutualisées. Donc, ce sont des lieux, tables, euh, couvertes avec un toit éclairé pour le restaurant, mais c'est pour tout le monde. Donc, quiconque peut acheter de la nourriture au restaurant et aller dans ces lieux ou s'asseoir sans consommer au restaurant. Donc, ça permet de montréaliser l'infrastructure. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour aider les commerces? On a des petits kiosques, on a créé des petits espaces de rangement et on a essayé plusieurs choses pour voir ce qui allait fonctionner. Alors, on va au milieu, le système modulaire, mais chaque année, on l'aménage différemment. On ajoute des plantes, de la nourriture, des aliments, de l'ombre. On peut le moduler. C'est une des infrastructures qu'on a construites. Et ensuite, on crée des espaces ludiques, des espaces végétalisés, des espaces ombragés, des espaces de jeu pour les enfants, des balançoires. On essaie plein de choses pour voir ce que les gens aiment. Cette année, on a intégré des tables de ping-pong, des espaces ombragés, etc. Mais ce qu'on voit ici, ce sont des choses qu'on réutilise chaque année. On les optimise, on les évolue un peu et on rebâtit tout sur ce qui a été l'année précédente. Donc, la ville a un entrepôt. Avec toute cette infrastructure, on joue un peu avec les possibilités. Le troisième ingrédient, c'est la culture. Vous pouvez bâtir n'importe quoi, mais si vous n'avez rien qui va se dérouler, qui va agir comme un ciment, une colle pour galvaniser.
la population. S'il n'y a rien qui se passe, les gens ne vont pas venir à votre espace. Alors, ce qu'on fait beaucoup, c'est bâtir scènes, des scènes où des artistes locaux peuvent se reproduire. Donc, ce sont des petits espaces, même un terrain vague où on a reçu la permission de créer un jardin pour les gens qui veulent consommer de la bière. C'est des choses qu'on fait aussi sur des concerts en plein air. On a 3 scènes et il y a constamment des artistes qui s'y représentent, qui donnent des prestations musicales et artistiques, des artistes professionnels, des artistes montants. Ils ont l'occasion de se reproduire à la rue. On a également des comédiens. Alors, on leur donne l'occasion à ces artistes locaux émergents de se produire sur scène. C'est une scène extrêmement locale. Et les gens se promènent dans la rue, il y a un spectacle, ils arrêtent, s'assoient, et ils écoutent, ils regardent. Donc, c'est le petit moment où on active la communauté. Une page. Ici, il y a une course de fauteuils, en fait, de transporteurs. Alors, si vous connaissez le quartier, ça, c'est une icône du quartier. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de bolide électrique. Alors, ce qu'on a fait, c'est créer des infrastructures, des marques, et les gens peuvent participer à cette course. C'est populaire, c'est amusant. Ça fonctionne. Et les gens sont venus de partout à Montréal pour assister à cette course. Ce pas des acteurs, ce sont des gens qui vivent dans le quartier. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que les gens modifient leur bolide pour être plus rapide? Oui, mais pas pour être plus rapide, en fait, mais pour que ce soit plus amusant. Donc, les gens se déguisent, ils mettent de la musique, euh, des parleurs sur leur bolide, euh, sur leur quadriporteur, où ils mettent des lumières. Donc, c'est une course amusante. Les gens s'amusent avec ça. Et oui, les gens viennent déguisés à cette course de triporteur, de quadriporteur. Voici un espace qu'on a créé. C'est le terrain vague qu'on a reçu en cadeau. Donc, c'est un endroit où on peut consommer de la bière, mais il y a des prestations de cirque. Donc, parfois, des petits spectacles de cirque ou de théâtre, et ça réunit les gens. Alors, c'est quelque chose de très intéressant pour tous les âges, pour les spectateurs de tous les âges. C'est très important d'être inclusif, mais inclusif pour tout le monde. Les enfants, les aînés, et les gens de toutes les cultures doivent pouvoir profiter des prestations artistiques euh, qui passe dans ce lieu. Alors, ça leur permet d'interagir. Et le cirque, justement, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre et tout le monde aime le cirque, donc c'est très amusant. Et le dernier projet, ce sont des matchs de lutte, de catch. Ça se fait dans les sous-sols d'église et c'est un peu souterrain. Et voyez-vous, essentiellement, ça devient de plus en plus populaire et les gens s'impliquent beaucoup lors de ces événements de lutte, lutte en plein air. Et c'est incroyable là, ce que l'on voit comme ça sur la rue, comme on dit. J'aimerais souligner 3 ingrédients dont j'ai parlé. Alors, il y a les gens, les places et la culture. Ce sont les 3 ingrédients. L'élément central, c'est que ces ingrédients doivent être contextualisés. Et on doit pouvoir comprendre les éléments socio-économiques, les valeurs ontologiques de ces endroits. On ne peut pas juste arriver avec un mobilier urbain, le même qu'ailleurs, puis euh, l'installer n'importe comment dans un nouveau lieu, un nouveau quartier. Ça ne marche pas. Il faut appliquer les gens locaux.
Il ne s'agit pas d'un effort générique, style copier-coller. Non. Il faut savoir quelle est la scène locale, qui sont les artistes locaux. Il faut leur parler, il faut comprendre ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'on a fait durant 5 ans. Et on a juste répété certaines choses, mais ensuite, on améliore les versions peu à peu et ça marche. Et donc, le changement arrive, je peux vous le dire, et c'est inconfortable au début, mais on s'améliore. Je ne suis qu'un gars. Bon, il y a les éléments pour les résidents. Qu'est-ce qui marche? Ça marche, d'accord, mais pourquoi ça marche? Et qu'est-ce qui transforme les gens? Il faut parler de ces choses-là. Les gens se sentent plus en sécurité, je peux le dire, mais ça, c'est un sentiment, un ressenti. Mais comment cela est lié à la communauté, la collectivité, les entreprises peut-être même? On a des faits très intéressants ici relativement aux résidents. Qu'est-ce qu'ils croient? La piétonisation pour les résidents, euh, cela crée plus d'achats, plus de bénéfices selon les achats dans les commerces locaux. C'est-à-dire que les gens collent davantage. Les gens restent plus longtemps là. Sinon, les gens font leurs choses. Il y a des voitures, puis c'est tout. Les gens n'y restent pas. Mais maintenant, les gens parlent, se parlent, en profitent. Ils déambulent sur ces rues piétonnières comme si c'était un parc et ils restent là plus longtemps. Puisqu'avant, les gens ne faisaient que faire un petit peu de shopping et puis s'en allaient. Donc, 87% des résidents se disent satisfaits de la piétonisation. Mais les premières années ou la première année, ce n'est pas les statistiques qu'on a eues. Les gens pensaient que c'était 30%, 40%. Les gens se disaient, mais c'est quoi ce machin-là? Pourquoi qu'on fait cette affaire-là? C'était pas, c'était malaisant, en fait, puisque le changement, c'est difficile. Le changement, c'est inconfortable. Mais les gens vont dire d'abord, ben, tu changes ma rue, pourquoi? J'aime pas ça. Mais peu à peu, les gens adhèrent et en veulent davantage. Ils veulent ce genre d'initiative pour plus longtemps. Et donc, on est presque à 90% des gens, des résidents qui veulent que ça ait lieu. Et on n'a pas eu ces résultats au début, je vais être honnête avec vous, on a obtenu des résultats très faibles au début. Voilà, ça prouve que le processus fonctionne, ça marche, mais on améliore le projet peu à peu en écoutant ce que les gens nous diront, en laissant place à la rétroaction. Donc, bon, les gens disent que cela a un impact positif à 85%. 85% des gens pensent que cela met en valeur les attraits également. Et 83% disent qu'il faut améliorer la qualité de vie des résidents. Que cela le fait, en fait. Mais beaucoup de gens sont pauvres, n'ont pas beaucoup de revenus. Et donc, maintenant, on leur a permis de retrouver leur espace, leur quartier. Et puis, c'est ce qui arrive. Beaucoup de gens nous ont dit, mais quoi, vous fermez la rue? Je ne ferme pas la rue, c'est ce que j'ai répondu. Nous ouvrons la rue pour y permettre l'accès aux résidents. On change la perception des choses. On ne ferme plus les rues, entre guillemets, on redonne la rue aux gens. Tel est le changement, la transformation chez les gens au fil des ans. Maintenant, les gens veulent ces initiatives, attendent, ça fait partie de leurs attentes et tout tient à la contextualisation. Donc, merci beaucoup. Je pense que j'ai terminé. Nous n'avons plus de temps. Alors, merci beaucoup. Oui, vous l'avez dit, c'est important de montrer que les choses ont progressé au fil du temps. Sur 5 ans, on a vu la transformation. Le plus grand volume d'espaces piétonniers, de rues piétonnières, s'est vu à Montréal cette année. Il y a 13 rues qui ont été fermées, mais en fait ouvertes, comme on dit, aux piétons. Euh, ces rues qui ont été rendues aux résidents. Et maintenant, on arrête, on va juste regarder finalement s'il y a des questions. Et je veux, bien sûr, vous mettre l'hyperlien pour la vidéo. À la fin, oui, je le ferai. Maintenant, je vais soumettre la question au groupe peut-être. Avez-vous des questions? On vient d'origines différentes, d'espaces différents, de lieux différents. Avez-vous des questions les uns pour les autres? Je vous regarde, Dario, oui, je pense à vous lorsque je pose la question. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais je te regarde, Umbreen.
Bonjour, nous avons collaboré avant, donc je suis enthousiasmé et motivé. J'ai vu ton cube, c'est très, très cool. Vraiment, c'est très chic. Et j'ai entendu les faits qui étaient très intéressants et ce que tu fais, c'est formidable. L'impact sur la communauté, sur les entreprises, etc. Et c'est intéressant. Les gens se sentent dignes. On est digne de nous donner ces expériences, pense-t-il. Et donc, ce que l'on fait et ce que vous faites est extraordinaire. Merci. C'est le fait de ne pas savoir qui, éventuellement, fait en sorte que les choses sont si extraordinaires, si spéciales. Moi, je ne le savais pas, le petit Jacob ne le savait pas, son père ne le savait pas. On ne comprenait pas l'importance des choses, mais en rétrospective, on se rend compte que c'était très important pour tous ceux qui s'étaient impliqués initialement. C'est ça l'impact sur les espaces publics. C'est juste quelques années plus tard, en rétrospective, qu'on voit l'importance des choses, en voyant l'importance pour chacun des éléments. On n'est pas censé tout savoir au moment présent. Des fois, il y a des choses très simples. Par exemple, on lit un livre sur notre banc public préféré. On espère que le banc public sera là à l'infini, afin que quelqu'un d'autre, un jour, pourra s'asseoir sur notre banc dans l'espace public et lire un livre aussi. Alors, c'est très intéressant. Je vois les questions qui ont été soumises. C'est intéressant de voir combien de ces questions ont été traitées par les gens dans les présentations par rapport à l'objectif, le rôle que jouent les espaces, les partenariats entre les espaces, les entreprises, etc. euh, la ville, les communautés. Bon, on a vu les questions relativement à Nuit Blanche, etc., pour savoir comment faire une programmation qui puisse appliquer les gens, quel que soit leur âge. Je pense que dans certains exemples que nous avons vus, les programmes pour les piétons, les tables de ping-pong dans les espaces urbains, la lutte à ciel ouvert et tout ça, je pense qu'on en a parlé. Je pourrais poser une question, peut-être, c'est une question pour Vincent. Comment inviter les résidents locaux afin qu'ils se sentent en sécurité dans un espace qui avait été stigmatisé par les communautés transitoires, par exemple? Comment euh, pallier à cette lacune afin que les gens se sentent plus en sécurité, surtout s'il y a l'itinérance ou s'il y a des lieux qui ont été stigmatisés auparavant? Oui, c'est une question importante et il y a un élément multifactoriel à considérer. La solution n'est pas unique, elle est multifactorielle. C'est pas juste une panacée que l'on cherche, mais un ensemble de solutions. Tout va dépendre de la pédagogie. Il faut conscientiser les gens, il faut bien comprendre et faire preuve d'empathie, se mettre à la place des gens, dans leurs souliers. C'est important. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de revenus et on a beaucoup parlé de ces questions. On a travaillé de près sur le sujet en considérant les différents intervenants, les acteurs de la communauté et on a essayé même de parler aux politiciens, les politiques, les gens autour du lieu. Puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire une année? Par exemple, en plein milieu de la rue Ontario, il y a une église communautaire et durant la COVID, ils ont fait des repas aux itinérants, même des lits pour passer une nuitée. Bon, et là, on s'est posé la question, mais que veulent-ils? Eux. Et donc, on a créé ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils voulaient. On a donc placé des tentes pour les itinérants. Et là, on s'est rendu compte que les gens mangent. Et là, j'ai dit, puis-je aider? Et oui, bien sûr. En fait, c'est eux qui nous ont aidés. Et ils nous ont aidés à placer des choses dans le mobilier urbain. Ils ont fait partie du processus. On leur a donné les outils. Et puis, vous savez quoi? Ils s'en ont occupé. Ils ont pris soin de l'espace public. Ils s'en ont approprié. Ils ont pris soin du mobilier urbain, etc. Et donc, ils adoptent l'initiative parce que nous voulons les aider et ils s'approprient alors le projet, le lieu, l'initiative. Et c'est une autre façon de changer les choses en les responsabilisant, en leur permettant de s'approprier un lieu, mais d'abord, nous, en les écoutant pour leur donner ce dont ils ont besoin. Voilà un exemple.
Alors, le moment est venu, je pense. Y a-t-il un projet auquel vous pensez? Euh, Quelque chose que vous avez prévu pour votre à l'avenir ou quelque chose régionalement que vous voulez faire à cet égard pour les espaces publics, les programmes culturels? Peut-être il y a un espace que vous connaissez et vous voulez peut-être partager une idée là-dessus. Alors, je vais poser la question d'abord et je vais vous cibler. Ambrine, j'ai travaillé en Arabie Saoudite au mois de février, je pensais. J'ai vu des projections sur des montagnes et j'étais soufflé. Je me suis dit, je ne veux plus jamais revenir au monde de la projection. Je pense que l'intégration entre les projections et la nature, c'est tellement beau. On a vu quelques projections à Montréal, mais pas vraiment à Toronto. Le fait d'utiliser de l'eau, des espaces verts, par exemple, pour la projection, j'ai pas vu ça à Toronto. Mais j'ai vu ça, c'était stupéfiant. Et pour les programmes piétonniers, je me suis dit, comment intégrer la nature dans l'art public? Utiliser la nature comme si c'était notre toile de fond, notre canevas, pour y projeter des œuvres visuelles. Et c'était ce à quoi j'ai pensé. Une autre question? Vous pensez vous posez une question relativement aux projections, selon votre expérience. Y a-t-il quelque chose que vous voulez créer à l'avenir? Peut-être une performance, une prestation, un petit peu comme Peg City, là. Qu'est-ce qui s'en vient? Je pense que c'est le bon moment pour poser cette question, en fait. Alors, j'ai un programme radiophonique, After Dark, qui va faire un enregistrement en direct à Toronto, aux Nuits Blanches de cette année. Et nous voulons trouver des façons de le mettre en vitrine, le présenter. Je veux créer comme une sorte de faux studio à côté du lac, près des quais, Ferry Dock, ici à Toronto, dépendamment de comment on place le studio, ce qui est une scène aussi. On va vouloir faire des projections sur le site et on va projeter sur un côté latéral du mur d'un condo, d'une unité de condo, afin que les gens de loin puissent voir la performance. Oh, c'est très joli, j'adore cette idée. Nous allons inviter les gens, les résidents de l'immeuble à condo à se joindre et regarder la projection. J'espère qu'ils vont adorer ça. Oui, il nous reste 30 secondes. Je voulais juste vous remercier. Merci d'avoir participé, d'avoir partagé, Vincent, Dario, et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de vous être rejoints à nous. Merci pour ceux qui ont partagé leurs réflexions dans le clavardoir. Le temps, c'est le quatrième ingrédient qui nous permet de réussir. La recette, comme on dit. Alors, il y a une adresse courriel ici. Je pense que en fait, on veut que vous puissiez répondre aux questions du sondage. Ce sera également mentionné dans le clavardoir. Répondez aux questions du sondage si ça vous intéresse. Il y a également un autre webinaire que nous avons prévu pour plus tard, une autre séance virtuelle pour des présentations, une formation qui s'en vient. Donc, dites-nous là si ça vous intéresse. Merci beaucoup pour avoir participé et vous êtes rejoints à nous. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à tous.